Le temps d'une liberté, On discute du couple. et de parentalité. Bonjour à toutes. Bonsoir à tous. Bonjour Marie. Bonsoir Mathieu. Et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du temps d'une liberté. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de culpabilité parentale et de lâcher prise. Et pour ça, on a un super invité de qualité. On est vraiment content de l'avoir avec nous parce que c'est grâce à sa formidable communauté Discord que Mathieu et moi on s'est rencontrés et que le podcast est arrivé. C'est un peu notre papa de podcast quoi. Je pense que je vais me faire un petit kiff personnel et vous le présenter à la Charline Vanhoenacker. Donc en 2005, tu fondes le site et magazine Mademoiselle où déjà l'orientation féministe est marquée. La même année, tu tiens un blog où au fil des mois tu racontes la première grossesse de la mère de tes filles du point de vue du papa que tu vas devenir. Et 2 ans plus tard, en 2007, ce blog donne naissance au livre Futur Papa. En 2017, tu commences les podcasts avec le tout premier Histoire de Daron, rejoint par The Boys Club que tu crées avec Mimi, qui deviendra Histoire de Mec en 2020. En 2019, tu lances également une série de podcasts Histoire de succès, et cette même année arrive le magazine numérique Rocky pour les Mad qui ont grandi. En 2020, tu laisses l'aventure Mademoiselle continuer son chemin pour te consacrer à la création de contenu et tu foisonnes entre podcast interview, intervention, newsletter, live Twitch, tu es... Fabrice Florent. Oui. Et Fab, du coup, est-ce que tu veux bien nous raconter comment t'es passé du blog au podcast et comment t'es venu l'idée de parler de parentalité et surtout de paternité? Alors comment je suis passé du blog au podcast? Le blog à la base, déjà quand j'ai fait mon premier blog de papa, c'était en 2005 et j'avais réussi à... Bon, l'idée c'était vraiment de consigner dans un journal la grossesse, la première grossesse de ma femme, mais de mon ex-femme aujourd'hui. Et en fait, j'ai lancé un blog un peu par hasard en fait, sans vraiment trop savoir ce que j'allais en faire. J'étais en plus en pleine création de Mademoiselle, donc autant dire que je sais pas, j'avais la sensation d'avoir un besoin de foisonnement. Ça faisait 7 ans que j'étais salarié, que je sortais de ce salariat-là. Et je me disais ok, il va se passer des trucs bizarres, faut que je le note quelque part quoi. Donc j'avais déjà cette intuition de ça va être bizarre. Et en fait ça a donné un livre effectivement comme tu le disais Marie. Et 11 ans plus tard, j'ai fini par créer ce podcast qui était un peu pour moi une bulle d'air parce que je commençais un peu à saturer de mon boulot chez Mad où je faisais de moins en moins de contenu et de plus en plus de gestion d'entreprise, on va dire. Et c'est pas vraiment pour ça que j'avais créé ma boîte à la base. C'était plutôt pour créer du contenu. Et ma psy m'avait dit, il faut que tu te trouves une bulle d'air, il faut que tu ailles chercher du plaisir ailleurs, en fait. Et je sais pas, ce truc m'est venu assez naturellement, en fait, de me dire, en fait, il faut libérer la parole des pères parce que j'entendais tellement d'histoires et notamment avec les équipes de Mademoiselle et puis à travers la communauté de Mademoiselle aussi, toutes les filles qui racontaient leurs histoires avec leur père, je me disais mais putain les pères sont vraiment des cons quoi. Et d'un autre côté, si toi-même t'as été élevé par un père qui parle pas, par un père potentiellement violent, etc., forcément t'as envie de reproduire les trucs. Donc je me suis dit allons-y. J'ai déjà fait le taf. Ça fait maintenant 11 ans que je fais le taf avec les jeunes femmes. Hein. Et je me disais qu'il était temps de m'atteler au mec. Mais ouais, globalement, la paternité a toujours été une grande source de questions et de remise en question pour moi. Donc je trouvais que c'était cool aussi d'aller écouter d'autres pères, quoi. Bon, voilà. Merci. Merci. Et après cette petite introduction de notre invité, on va passer du coup à notre passage préféré, le temps des apports théoriques. Alors Marie, quel article nébuleux tu nous as dégoté cette fois-ci? J'ai fait plein de recherches. Alors je me suis principalement appuyée sur un article présent sur Cairn, une de mes sources principales d'informations quand je cherche des apports théoriques, qui s'appelle « Soutenir la parentalité, pourquoi et comment, différentes approches sur un même concept ». C'est de Béatrice Lambois. Donc je vous propose de commencer par définir la parentalité. C'est un néologisme officialisé dans les années 1980 et la définition qu'on trouve dans le Larousse, c'est fonction de parent, notamment sur les plans juridiques, moral et socioculturels. Donc la définition est intéressante parce qu'elle parle pas du tout de l'émotionnel, du personnel et se résume vraiment à la fonction. Dans le dictionnaire,
On reste sur un truc hyper pas intrinsèque, mais extrinsèque, entre guillemets. En psychanalyse, du coup, la parentalité, c'est un processus développemental psycho-affectif qui intègre le fait que le cerveau, le mental, se prépare par étapes à la fonction de parent, dans l'enfance, dans ce qu'on reçoit, ce qu'on construit comme image, plus tard, ce qu'on perçoit de notre entourage, pendant la grossesse, ce qui se met en place, et puis à la naissance et tout au long de la vie des enfants, en fait. Je pense qu'on n'arrête pas de se construire en tant que parent, et que la maturation à les enfants, c'est un processus au long cours. On n'est pas parent, on le devient. En sociologie, parentalité, ça vient du terme parenthood, condition de parent, et c'est une référence à un ensemble de fonctions sociales. C'est le concept qui met en avant la complexité et diversité des fonctions parentales, et ils font une différence entre parenté biologique et sociale. Et enfin, dans le domaine psycho-éducatif, la parentalité, c'est les pratiques parentales mises en œuvre dans l'éducation des enfants, donc du coup là on est sur une signification beaucoup plus restreinte. Et donc l'article propose une définition vraiment très très complète de toutes ces approches, et après propose plein d'approches de soutien à la parentalité, répressive, sociale, sociologique, psycho-éducative. Donc ça sera un peu trop long de tout reprendre là, mais j'ai retenu 2 citations qui m'ont vraiment marquée. La première, c'est les fonctions parentales sont de moins en moins considérées comme un don, elles sont au contraire inscrites dans une perspective dynamique d'acquisition de compétences et d'une capacité à être parent. Ainsi, l'idée que normalement la prise en charge de l'enfant n'est pas évidente pour le parent participe de plus en plus du sens commun. Donc c'est Boisson et Verjus 2004. Et il y a aussi la critique de 2 sociologues sur la problématique de la démocratisation du savoir psychologique autour du développement de l'enfant et de l'adolescent. Donc pour Falconet et Vergogny en 2001, c'est la vulgarisation médiatique d'une psychologie péremptoire à accentuer les sentiments de culpabilité et d'incompétence éprouvés par les parents. Et enfin, l'approche psychoéducative propose une perspective intéressante de croisement de ces savoirs avec une mise en relation des comportements concrets des enfants à leurs parents dans le cadre du programme d'accompagnement. Maintenant, en termes de culpabilité, si le remords est tourné vers autrui, la culpabilité est centrée sur soi par l'autoflagellation. C'est comme une façon de prévenir le jugement des autres en se jugeant d'abord soi-même. Tous les parents y sont confrontés, mais on n'en parle pas entre parents, ou peu. Surtout depuis quelques années où Internet et les réseaux sociaux nous inondent d'informations comme toujours faire mieux, et on y a accordé de plus en plus d'importance. Couplé aux thérapies que peuvent réaliser les parents qui les font se questionner sur leur rapport avec l'éducation qu'ils ont reçue et la volonté de parfois s'en éloigner, ça fait beaucoup de motifs d'autoflagellation. On s'inquiète de nos performances en tant que parents et de l'impact de nos actions sur nos enfants. Voilà. Merci Marie, encore pour cette définition et cet aspect multidisciplinaire, ouais, tout à fait, c'est très très intéressant. Toi Fab, à quel moment tu ressens ta première culpabilité ou comment ça devient toi cette culpabilité parentale? Est-ce que tu en as ressenti d'ailleurs? Parce que ça peut ne pas être le cas. Bah, je viens d'une famille, comment dire, d'éducation, d'une éducation catholique, quoi, tu vois. Donc la culpabilité, on va te dire, autant te dire qu'elle est chevillée au corps, quoi, tu vois, et elle est terrible en fait parce que ça me, je grandis avec, je me rends compte aujourd'hui des impacts que ça a pu avoir, et en fait, à quel point ça m'a plombé toute ma vie, et globalement, ça n'a pas changé quand je suis devenu parent, mais la culpabilité, elle démarre, je crois, pour moi, les premières heures, en fait. C'est-à-dire que bah, la naissance de ma première fille, il y a un truc de... Je n'avais pas du tout anticipé que j'allais prendre autant d'émotions dans la gueule. Et je suis à 2 doigts de... Je suis à 2 doigts de tomber dans les vapes, en fait, et la sage-femme qui me voit en train sans doute de blêmir, quoi, tu vois, me regarde et me fait « Monsieur, vous avez pas l'air d'aller bien ?» Je suis là « Non, ça va pas très bien. » Et elle me dit écoutez, sortez, on n'a pas le temps de s'occuper de vous, quoi, tu vois. Et bah, je comprends, en fait. Tu vois. Donc moi, je suis comme un connard, je suis sorti. Et en fait, j'ai raté la naissance de ma première fille parce que j'étais juste en train de récupérer et d'aller boire un verre d'eau, quoi. Et alors, je vais pas dire que ça a participé à une forme de culpabilité, mais t'as ce truc de ah merde, ok, ça commence comme ça, quoi. Et pourtant, franchement, j'étais ultra préparé, hein. J'ai fait toutes les préparations, etc.
Je crois qu'on m'avait juste pas dit, voilà la charge émotionnelle que tu vas prendre dans la gueule. Et puis en plus, je crois qu'à l'époque, j'étais même pas capable de m'en rendre compte, quoi. Juste, c'était tellement compliqué pour moi de souffrir par procuration. C'est la première fois que je souffrais autant par procuration pour ma femme que j'aime, quoi, tu vois, et que je vois en train de souffrir. Et moi, je suis à côté comme un connard à faire. Je ne peux strictement rien faire pour soulager ta douleur. Et donc, je vais rester là comme un con et souffrir comme un connard jusqu'au point d'être à deux doigts de tomber dans les vapes. Mais après, ouais, la culpabilité, elle vient. Je me souviens très bien la première nuit, en fait, quand je suis obligé de repartir parce qu'il n'y a pas, tu vois, l'hôpital n'est pas vraiment fait est pas fait pour m'accueillir. Donc je rentre en fait, et je me souviens très bien que je rentre et je me dis, waouh, ok, en fait, je suis tout seul alors que là-bas elles sont deux, et qu'est-ce que je fous là? Enfin, franchement, j'ai rien à foutre ici. Mais d'un autre côté, bah, il y a rien qui est fait pour m'accueillir là-bas. Bah, juste, je me souviens très bien avoir pleuré toutes les larmes de mon corps à ce moment-là, sans doute l'émotion qu'il y avait besoin de continuer à évacuer. Euh, et le lendemain matin, ma femme m'appelle en me disant, écoute, j'ai besoin d'un embout pour mettre sur un embout en silicone pour mettre sur mes tétons pour l'allaitement là. Il faut que tu trouves ça. C'est un dimanche à 6h du mat. J'ai fait toutes les pharmacies de garde du coin, ils en avaient pas, machin. J'étais ok, bah frère, tu commences vraiment très très bien ta mission, quoi. Espèce de gros nul. Bah voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Globalement, c'était les 24 premières heures qui étaient vachement compliquées. C'est ouf qu'ils aient pas eu de bout de sein à la maternité. Bah quand non, il même. fallait que j'en trouve, et effectivement, je te dis le dimanche matin, c'était pas évident, quoi. Pas simple, ouais. Ouais. Bah, c'est une bonne entrée en matière, je trouve aussi. Oui, carrément. Et c'est vrai que au final, je me dis, moi aussi, ça a commencé même avant l'accouchement, parce que du coup, pour mon premier, j'ai accouché à 36 semaines, donc prématurément. Et je me suis dit, merde, j'aurais pas dû m'activer autant, parce qu'en fait, les contractions ont commencé après que j'ai fait 3 heures intensives de ménage, parce qu'on sortait de 15 jours de travaux, que j'en pouvais plus, de la poussière partout. Tu sais, quand tu ponces les murs, là, ça s'enfile partout. Et du coup... bah, ça a lancé des contractions, ça avait commencé le travail, du coup ils ont réussi à le stopper, et du coup après j'ai plus le droit de bouger pendant 15 jours jusqu'à ce qu'il arrive, il est quand même arrivé un mois en avance, et du coup forcément tu ressens une forme de culpabilité en disant ouais j'ai pensé à moi mais j'ai pas pensé au petit machin qui est dans mon ventre qui aurait eu besoin de rester encore un peu plus au chaud, quoi. Et pourtant. Et parce que c'est vrai que du coup on est resté 11 jours à la maternité, il a galéré à prendre le sein au début, il devenait tout bleu, il s'était soit mangé soit respiré, du coup il mangeait, il respirait plus, du coup il désaturait, donc c'est pareil, au début tu culpabilises de plein de trucs parce que t'as l'impression de tout mal faire, quoi. Et dès les premiers jours, c'est dingue. Ouais, ce qui est fou, c'est que tu te sens coupable, mais c'est toi-même qui te juge par rapport à ça. C'est même pas quelqu'un d'extérieur en fait qui vient te dire tu fais mal. C'est juste toi à l'intérieur avec tes émotions et ton ressenti qui vient t'auto-flageller, quoi. Ouais, puis la pression sociale aussi, je crois. Tu vois, c'est même pas forcément. Enfin, tu vois, t'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire il faut que tu fasses comme ça. Surtout que en ce qui concerne l'allaitement, tu vois, pour les femmes, je crois aussi qu'il y a une pression sociétale qui est forte, où bah, toi-même tu te mets, je crois, des plans de tiens, je vais décider de faire comme ça, et forcément tu t'imagines pas forcément que bah, parfois ça se passe pas comme tu l'entends. Et je crois que c'est cool aussi de se préparer comme si ça allait faire comme si ton plan allait marcher, quoi. Mais c'est sûr que si ça marche pas, bah, mais c'est pareil, je crois qu'avec le recul, c'est un bon entraînement, en fait, tu vois, de te dire, oh putain, en fait, j'avais prévu tout ça, et en fait, pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça, parce que c'est globalement ce qui se passe, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui se passe depuis mes 15 ans de paternité, quoi, tu vois. Tu peux mettre 16 si tu rajoutes les 9 mois de, mois de grossesse. Et est-ce que tu as vu du coup l'évolution au fil des âges du coup de tes enfants, puisque maintenant c'est des ados. Du coup, comment la culpabilité a évolué toi au fur et à mesure que tes enfants ont grandi? Oh là là. Alors, je crois qu'on n'est pas prêt pour l'adolescence d'une manière générale. Je crois qu'on nous prépare beaucoup à la petite enfance, et encore, enfin, tu vois, je te parle en tant que père, quasiment pas, mais en tout cas en tant que mère,
Et en tant que, enfin, si tu t'intéresses un petit peu à ce qui se passe, tu peux apprendre plein de choses et te préparer pour les premières années, en fait, tu vois, avec les histoires de sommeil, etc., les histoires de fatigue. Mais en fait, on n'est pas prêt pour l'adolescence. C'est vraiment, moi, l'un de mes trucs, là, je crois, dans mes saisons à venir, d'histoire de daron, ça va vraiment être de faire parler des pères d'ados et de faire parler des pères d'ados de ce qui se passe vraiment. Parce qu'il y a un peu ce truc de, tu sais que l'adolescence, c'est compliqué, c'est un peu, bah voilà, on est au courant, quoi, tu vois. Il y a un peu dans l'inconscient collectif, il y a ce truc de, ok, quand quand t'es ado, tu fais chier tes parents. Mais en fait, ce qui se passe concrètement pour les parents, euh, je crois que on ne dit pas assez que tes ados, même en t'aimant comme ils t'aiment, ils vont venir aller taper plus que jamais dans tes failles euh, personnelles, tu vois, dans tes failles émotionnelles. Là où j'ai un peu l'impression que quand ils sont plus petits, ils vont plutôt chercher, enfin, ils vont plutôt appuyer sur l'aspect physique, quoi, tu vois, t'as la fatigue, t'as besoin de beaucoup d'attention, etc. Là, moi, aujourd'hui, bah, mes filles, elles ont plus vraiment besoin de moi pour survivre, quoi, tu vois. A priori, elles sont capables, je crois qu'on peut les laisser pendant une semaine à la maison. On n'est même pas obligé, juste si elles ont un peu de thunes, tu vois, elles peuvent aller chercher de la bouffe et se démerder. Mais en revanche, euh, en termes émotionnels, elles vont vraiment te taper dans les failles psychologiques lourdes, quoi, tu vois. Donc, et en plus, même pas méchamment, c'est ça le pire, c'est la moindre petite faille psychologique qui te reste, que t'as pas taffé, bim, ils viennent taper en plein dedans, ils vont appuyer là où ça fait mal. Encore une fois, souvent avec le plus grand amour possible. Parfois pas trop d'amour, mais ça fait aussi partie du jeu. Et la culpabilité, elle vient là, à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que t'as vraiment ce truc de, oh putain, je... Déjà, j'étais pas prêt. Donc ça, il y a une forme de culpabilité qui vient avec ça. Deux, putain, émotionnellement, c'est très compliqué à gérer et en fait, bah, je suis pas bon parce que parfois ils appuient sur tes boutons, quoi. Et trois, la façon dont comment dire, l'image qu'ils te renvoient à ce moment-là, si elle est en plus empreinte, enfin si en plus toi t'as de la culpabilité, que tu viens d'une position de culpabilité, je crois que ça appuie encore plus, quoi. Bon voilà. Bon. Ok. Désolé, j'ai l'impression de vous avoir plombé. Allez, salut les mecs, hein. Rendez-vous dans 10 Allez. ans pour vous, hein. C'est Non, ça. mais voilà, c'est ça, on a encore 10 ans tranquille. Ça arrive très vite, putain. Ne crois pas. Préparez-vous. Moi, je demande juste des nuits de plus de 7 heures déjà, ce serait pas mal dans un premier temps. Winter is coming, les gars, vous le savez pas. Et du coup, comment tu as géré le divorce et la séparation de corps, entre guillemets, avec tes enfants en termes de culpabilité? Parce que moi, je sais que quand j'ai quitté le père de mes enfants, ça a été super dur de me dire, waouh, je suis en train de bouleverser tout leur univers, je suis en train de casser tout ce qu'ils ont comme repère, et ça va les faire souffrir, en fait. Et j'ai eu beaucoup de mal à... Alors, je savais qu'après, c'était pour un mieux-être, mais au début, ça n'a pas été facile à gérer. Je sais pas comment toi, t'as vécu ça de ton côté. Déjà, je crois que mes filles étaient un peu plus grandes que tes enfants, tu vois. Donc déjà, elles ont un âge où elles peuvent comprendre. Enfin, tu vois. Et même si, par exemple, ma fille aînée ne comprenait pas pourquoi on se séparait alors qu'on restait très bons amis, tu vois. Et elle avait un peu ce truc de, en fait, pourquoi vous quittez alors que vous n'êtes pas en train de vous engueuler et de vous envoyer des assiettes à la gueule, quoi. Et ça, c'est assez compliqué à répondre. On a juste eu cette réponse de vieux con de tu verras quand tu seras plus grande, quoi, tu vois, parce qu'il y a un moment donné où si elle peut pas comprendre ça, bah, t'as juste qu'à lui dire, bah, en fait, on n'est plus amoureux et c'est comme ça, mais bah, restez quand même ensemble, en fait, parce que vous étiez bien, tu vois. T'es là, ouais, ok. Je crois qu'aujourd'hui, elle comprend mieux, mais à l'époque, elle avait un peu de mal. Mais effectivement, le truc qu'on n'avait pas vu venir, nous, c'est que quelques mois plus tard est arrivé le confinement. Donc le confinement nous a amené, enfin, en tout cas, moi, donc, en gros, mon ex-femme vit avec mes filles à Lille, et moi, je suis allé vivre à Paris, parce qu'en gros, il se passe plus grand-chose pour moi à Lille. J'ai plus vraiment beaucoup d'amis là-bas. Mon tissu social et professionnel, il est plutôt à Paris. Donc, je me suis dit assez naturellement, bon, bah, je vais aller vivre à Paris. Et puis globalement, en plus, ça changeait pas grand-chose parce que je bossais déjà à distance depuis un petit moment. Mais c'est vrai que il y avait un peu ce truc de... Enfin, je l'ai pas vécu avec de la culpabilité au premier abord, parce que pour moi, il y avait vraiment ce truc de ça va être cool et on va se réinventer une vie à trois.
je me suis rendu compte, moi, les derniers mois, la dernière année, que mon ex-femme prenait beaucoup de place en fait dans la famille, si tu veux, et que j'avais beaucoup de mal à me retrouver à 3 avec elle, et de ce fait-là aussi beaucoup de mal à trouver ma place, tu vois, en tant que père, à chaque fois qu'elle était là. Bon, c'est pas un reproche, hein, c'est juste, c'était notre dynamique de couple et de famille à l'époque, quoi. Et vraiment, je suis parti un peu la fleur au fusil en me disant ça va être cool, on va se réinventer une vie à 3, ça va être sympa et tout. Et en gros, on s'est vu, je crois, 3 week-ends avant que le confinement arrive. Donc ça a été très, très rapide, et le confinement est arrivé, et je me souviens très bien que, en fait, c'est marrant parce que le week-end juste avant le confinement, ma 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 je suis venu à Lille, en fait, donc dans mon ancienne maison, pour passer le week-end. Alors je sais plus pour quelle raison, il fallait que je fallait que enfin bref, fallait que je rentre, et en fait, l'ambiance était un peu tendue, entre mon ex et moi à l'époque. Elle avait, complètement changé la maison parce qu'elle était en train d'essayer de la revendre, et cetera. Donc j'avais plus l'impression d'être chez moi, c'était assez étonnant. Puis d'ailleurs, je me sentais plus chez moi, et hem et en fait, je quitte le week-end, et Macron annonce le confinement, genre le lundi, je crois, ou enfin, genre quelques jours plus tard. Hem Et en fait, à l'époque, elle m'appelle en me disant, «Bah, si tu veux, tu peux venir, quoi, passer le confinement avec nous». Et moi, j'ai un double truc dans ma tête de: «Ah putain, ça va être chiant parce que ça veut dire forcément que je vais pas voir les filles». Alors moi, je partais pas pour 15 jours, hein. Vraiment dans ma tête, moi, ça allait durer un mois, tu vois, le confinement. Heu, J'entends Macron, il disait 15 jours, mais je disais: «Frère, c'est pas possible, enfin ça tu nous mens». Et je me disais: «OK, je vais pas les voir au moins pendant un mois, ça va être long et tout, ça va être chiant». Mais d'un autre côté, je sais pertinemment que si je vais vivre, avec elle dans les conditions dans lesquelles on était ce week-end, franchement, ça va exploser, quoi. Et en fait, je me souviens très bien de lui avoir dit: «Écoute, merci, mais non, en fait, je préfère rester là». L'ambiance était bizarre, ce week-end, et je le sens pas bien. Et en fait, quand j'ai vu après comment mon ex-femme a géré le confinement et tout, je me suis dit: «Bah, en vrai, on était tellement pas sur la même énergie». Je me suis dit: «En fait, si on s'était pas séparés en fin d'année, je crois qu'on se serait séparés pendant on se serait séparés pendant le confinement», parce que vraiment c'était je la voyais faire, je me disais: «Waouh, OK, tu c'est le monde a changé en fait, keep cool frère». Et c'était pas forcément évident. Donc ouais, j'ai pas vu mes filles pendant 8 semaines, je crois, 7 semaines ou 8 semaines, pendant super longtemps. Heu, Super long. Parce que, bah, on avait peur de les foutre dans le train. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais c'était vraiment, OK, moi j'allais faire des courses avec mes gants, avec mes masques, je lavais mes aliments, mais quel connard, hein, vraiment. Bref. Et on avait peur de On les savait pas, hein. bah, oui, on savait pas. On avait peur de les foutre dans un TGV, tu vois? Alors qu'elles avaient fait ça tout le temps jusque-là. Hem Donc ouais, la culpabilité a fini par monter, tu vois, bah, OK frère, t'es vraiment en train de vivre, parce qu'en plus j'ai vraiment kiffé le confinement moi. C'était vraiment cool en dehors de l'aspect, entrepreneurial qui était compliqué parfois à gérer parce que j'avais la boîte à gérer. Mais sinon globalement, j'avais adoré l'idée de cocon, quoi, j'avais vraiment kiffé ça. Heu et donc ouais, j'avais un peu cette culpabilité au départ, tu vois, de: «Ah putain, mais je suis pas là et en fait, je les vois pas et je vais perdre le fil». Et c'est vrai que ça a été compliqué de renouer la relation après, hein, parce que, pendant, ouais, on s'est retrouvés mi-mai, et à peu près jusqu'à début juillet, mi-juillet, quoi, pendant au moins nos 15 premiers jours de vacances. La le Comment dire? La dynamique était bizarre, on s'engueulait pour rien, enfin, et puis elles s'étaient, noyées dans leur téléphone pendant le confinement, comme beaucoup de gamins d'ailleurs, hein, parce ils avaient rien d'autre à foutre. Et moi quand, je les retrouvais, en fait, j'avais l'impression de plus avoir les mêmes enfants parce elles étaient aspirées par leur tel, quoi. Moi, ça me faisait péter des câbles parce que je les voyais, genre vraiment même pas 48 heures, et j'avais envie de leur dire: «Eh les gars, juste soyez avec moi 2 secondes», alors que c'était pas la bonne façon de faire. Mais bon, ouais, j'ai dû lâcher un peu prise par rapport à ça, notamment. Et comment t'as fait pour lâcher prise, ça? Hem, En fait, déjà, on a réinstauré un temps d'écran, tu vois? Et qui a amené un gros clash avec ma fille aînée,
qui avait vraiment, je me souviens, réagi comme une junkie à qui on enlevait son fixe, quoi. Tu vois, ça m'avait vraiment fait bizarre. Elle avait pété un câble, elle était montée dans sa chambre à hurler, à taper contre les murs et tout. J'ai dit, mais tu vas avoir 1 heure et demie de téléphone par jour, en fait. Et cette heure et demie là, tu vas juste faire en sorte de la tenir correctement. Et mais tu te rends pas compte, mes copines et puis mes copains, je vais plus pouvoir leur parler. Qu'est-ce qu'on va dire ma vie? C'est là, oh là 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 là. Donc ouais, ça a été un peu d'abord la bagarre. Et puis une fois qu'on a mis en place ce cadre, après, il fallait juste laisser couler et dire bah ça va se réguler en fait avec le temps. Faut prendre un peu de temps. Mais c'est vrai qu'on avait fait sauter tous les temps d'écran pendant le confinement, quoi. Parce que c'était pas possible autrement, quoi. Clairement. Et moi j'ai une petite question du coup à vous poser à vous deux, qui s'est séparé du coup de votre conjoint, en tout cas des parents de vos enfants. Quel poids du coup la culpabilité, votre culpabilité parentale a joué dans la prise de décision? Est-ce que ça fait reculer cette prise de décision de la séparation ou pas? Bah, oui, moi, clairement, je pense que la présence d'enfants a fait que j'ai vraiment mis du temps, plusieurs semaines, moi. Enfin, en fait, je crois que j'ai vraiment entendu de plus en pouvoir physiquement parce que je dormais plus, parce que je mangeais plus, parce que je pleurais tout le temps. J'avais perdu 10 kilos en me disant non, là, c'est plus possible, je peux plus continuer comme ça. En fait, je vais rendre tout le monde malheureux, en plus de moi. Et à me dire. En fait, là, enfin, pour les enfants, c'est pas possible et du coup, il faut autre chose. Mais en sachant que ça allait quand même tout bouleverser, c'est vrai que peut-être qu'ils auraient pas été là, les choses se seraient fait différemment et plus autrement du coup. Après c'est aussi c'est aussi la parentalité qui a changé beaucoup de choses dans le couple qui ont fait que les choses se sont terminées. Mais du coup effectivement enfin en tout cas pour moi ça joue cette notion de culpabilité vis-à-vis des enfants dans le fait de se séparer de l'autre parent parce que forcément je vois bien là quand on se retrouve ils ont envie d'être avec moi tout le temps parce que je me dis ils m'ont pas vu pendant 5 jours, là je leur ai manqué et c'est normal qu'ils me sollicitent en permanence en fait. Moi de mon côté, pas trop parce que vraiment j'avais ce truc en tête de quoi qu'il arrive, en fait, ce sera pour le meilleur parce qu'aujourd'hui je suis malheureux et je crois que mon ex-femme est malheureuse aussi. Donc vas-y, viens, on va de l'avant et on fait en sorte de recréer comment dire, 2 cellules heureuses plutôt qu'une seule cellule malheureuse, quoi. En revanche, la culpabilité, elle a plutôt joué sur l'ouverture de mes bureaux à Paris, tu vois, pour Mademoiselle. Je crois que j'ai mis au moins. Donc en gros, le magazine a été créé en 2005 et les bureaux ils se sont ouverts en 2013. Et je crois qu'en fait, moi, au bout de 3-4 ans, je suis déjà au courant que en fait, cette boîte, elle pourra pas donner son plein potentiel tant qu'on sera à Lille, quoi, tu vois, parce que les médias, un média, enfin, faire, faire tourner un média d'envergure nationale en dehors qu'à Paris, aujourd'hui, c'est, je crois, extrêmement compliqué. Donc vraiment j'avais cette idée en tête de il faut ouvrir un bureau à Paris et voire même il faut que j'aille bosser à Paris. Mais donc j'ai mis je crois 3-4 ans avant de finir par me dire ok en fait c'est pas possible parce qu'en fait la boîte elle est en train de vivoter, ça va nulle part. Je suis en train de me rendre malheureux aussi parce que le projet il donne pas sa pleine puissance. Mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que je vais plus voir mes filles à l'heure du coucher. Et ça, c'était vraiment un gros sacrifice. Enfin, tu vois, j'avais vraiment ce truc de je vais plus lire d'histoire, je vais plus aller leur faire de câlins le soir. Je focalisais un peu ce truc-là, alors que en plus, je m'en occupais aussi pas mal par d'autres aspects. Mais c'est vrai que j'avais un peu ce moment de je pourrais plus leur faire un bisou le soir. Et en fait, moi je te dis pendant ces 3-4 ans-là, j'ai fini par me dire: «OK, en gros à l'adolescence, elles vont venir te chier dans les bottes, quoi qu'il arrive, parce que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'à ce moment-là, tu seras capable de te regarder dans la glace et de pas leur en vouloir, d'avoir entre guillemets, sacrifié ton projet professionnel, pour elles, quoi?» Et et en fait, je regrette pas une seule seconde d'avoir pris cette décision, même si, tu vois, par exemple, ma deuxième Kim, elle m'a dit l'autre jour, mais de façon encore une fois très pas du tout méchante, hein, juste elle m'a dit: «Mais tu sais, moi je me souviens plus de quand tu étais là». Alors qu'en fait, pendant ces 4-5 premières années,
j'avais la sensation d'avoir été très présent. Je me suis occupé d'elle le maximum que je pouvais. J'allais chercher à la crèche, chez la nounou, le soir, enfin l'après-midi à l'école, etc. Parce qu'en plus, je lançais Mademoiselle depuis Lille à l'époque, donc c'était plutôt cool. Mais elle s'en souvient plus, quoi. Donc je crois que la culpabilité, elle a plutôt joué là-dessus. Et finalement, je regrette pas de pas l'avoir fait plus tôt parce que je crois que c'était le bon timing. Euh, mais ouais, la culpabilité a beaucoup joué sur cette décision-là, notamment. En tout cas, sur le retard de la prise de décision. Ok. Et je pense que l'impact entre les hommes et les femmes est quand même assez différent, en tout cas sur la culpabilité. Les injonctions reçues par les femmes sont quand même beaucoup plus importantes que pour les hommes en tout cas. C'est vrai que quand t'as l'impression, moi en tant que père plutôt impliqué, j'ai l'impression de pas recevoir énormément du coup d'injonctions et la culpabilité elle est quand même beaucoup plus basse que ma compagne qui se prend quand même pas mal d'injonctions et en plus qui est quelqu'un qui travaille alors beaucoup, en tout cas qui travaille un peu tard le soir et donc du coup qui les voit pas forcément et qui se prend plein d'injonctions dans la tête et malgré son temps de présence qui est quand même important. Et c'est vrai qu'on voit quand même un delta qui est énorme entre femmes et hommes sur ces sujets-là sociétaux, quoi. La parentalité, elle est euh, elle est fortement dirigée vers la maternité et pas tellement vers la paternité, en tout cas. En tout cas, c'est mon ressenti. Je sais pas si ce que vous en pensez vous de votre côté. Non, mais c'est sûr, t'as raison. Et en fait, je crois que vraiment que ça fait un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus il y a de culpabilité, euh, comment dire, chez les mères qui leur refilent à leur fille, en fait, tu vois. Et au final, nous, en tant que mecs, on s'en sort pas trop mal, mais j'ai l'impression que, tu vois, j'ai pas l'impression quand j'en ai parlé avec mon père qui ressentait énormément de culpabilité par rapport à ses enfants. En fait, il était plutôt dans le devoir, tu vois. Il était plutôt dans, il faut faire en sorte d'arriver à faire manger tout le monde, etc. Euh, mais tant mieux en fait qu'on finisse par s'en prendre un peu dans la pipe, nous les mecs, et qu'on finisse par rééquilibrer. J'aimerais bien qu'on finisse par se prendre. Enfin, dans un monde idéal, on n'aurait plus du tout de culpabilité, mais au moins qu'on puisse venir en retirer un petit peu. Et j'ai l'impression que c'est d'autant plus effectivement compliqué pour les femmes que elles ont toutes les injonctions du monde dans la gueule, quoi. Mais pour autant, on en a aussi en tant que mec, quoi, tu vois. Et je crois qu'il faut pas non plus les mettre de côté et surtout au XXIe siècle, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai un peu l'impression que euh, dans une certaine niche, si t'as pas vraiment envie, enfin, si t'es pas un papa parfait, quoi, dans une certaine population, si t'es pas un papa parfait, t'es pas bien, quoi, tu vois. C'est compliqué pour toi, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai entendu déjà des darons me dire, c'est compliqué pour moi avec, et en fait, ils font en sorte de faire du mieux possible. Et ça, c'est dur pour eux, quoi, j'ai l'impression. Ouais, ça dépend de l'environnement réel et l'environnement numérique, en fait, où évoluent les gens, Oui. quoi. L'environnement numérique, comme tu dis. Ça dépend Non, mais les ça comptes que dépend, tu parce suis que sur Insta, par exemple. Par exactement. exemple. Mais si on reprend les comptes sur Insta, typiquement, on a euh, entre guillemets les mamans parfaites, t'en retrouves vachement, même en France, que des papas parfaits, t'en as quand même un peu moins, voire pas du tout, et on a plutôt des papas, en tout cas, alors c'est peut-être moi ma bulle hein, que je suis, hein, mais plutôt des papas un peu dans la vraie vie, et puis des mamans parfaites. On voit encore ce décalage sur Instagram, par exemple. Oui, après j'ai l'impression quand même qu'on tend davantage à de la transparence sur ce que c'est la maternité et pas ce que ça devrait être entre guillemets. On est moins dans le manger bio, faites tout maison, allaitez le plus possible. Enfin voilà toutes ces injonctions à la perfection de la maternité, une image de mère idéale qu'on envoie de partout et qu'on reçoit de partout et qu'on a quand même plus de femmes qui aujourd'hui disent juste faites
au mieux que vous pouvez et c'est ok. Sans... Après, il y a des choses qui évoluent forcément, mais qui évoluent pour tout le monde en termes d'éducation. Je sais pas. Ouais, si, carrément. Carrément. Après, est-ce que le manque de le manque de culpabilité, on peut pas parler de manque, mais le fait que la connexion aux émotions, elle est plutôt faible chez les hommes, du fait de l'éducation. Du patriarcat, tu veux dire? Du patriarcat, exactement. Dans lequel on a bien grandi, je pense toutes et tous, en tout cas dans l'époque où on était. Moi, je vois la connexion à mes émotions, je l'ai eu quand j'ai eu ma première fille. Mais du coup, le temps que toi tu te fasses le travail, que tu te connectes, et forcément, ça laisse un peu moins de temps pour prendre d'autres choses dans la tronche. Parce qu'il faut les ressentir aussi. La culpabilité, c'est quelque chose que tu ressens, et si t'as pas de capteur qui fonctionne sur les émotions, pour ressentir les choses, où tu sais bien les enterrer comme on t'a appris pendant 20 ou 30 ans, ça facilite aussi, je pense, les choses. Mais en fait, moi, je crois que pour moi, la culpabilité, c'est pas une émotion. C'est plutôt, tu vois, un état d'esprit que tu as par rapport au fait de pas être assez bon, tu vois. Après, j'entends bien que ça génère des émotions négatives chez toi et que si tu as du mal à les déceler, c'est compliqué de les déceler. Mais tu vois, par exemple, moi, j'ai la sensation de jamais avoir été connecté à mes émotions jusqu'à il y a 5 ans, quoi. Mais en revanche, la culpabilité, putain, je l'ai grandi avec dans mon sac à dos, il y avait les bons pavés, quoi, tu vois. Mais donc ouais, je sais pas, Ok. je sais pas comment tu vois les choses, mais enfin, peut-être Marie, tu as un point de vue différent. Pour moi, sur la culpabilité, on est sur du jugement envers soi-même, du coup. Donc, effectivement, c'est un état d'esprit, un acte même, un acte d'esprit envers soi, plus qu'une émotion. Mais après, effectivement, je suis d'accord sur le fait que ça génère des émotions négatives qui peuvent être de la douleur, de la tristesse, des choses comme ça. Mais la culpabilité en elle-même, oui, je rejoins plutôt sur le fait que c'est un état. Mais effectivement, c'est si tu ne ressens pas les émotions liées à la culpabilité, c'est peut-être plus difficile de dire « Ah oui, là, je culpabilise ». En tout cas, ça t'impacte moins, quoi. Oui, peut-être. J'ai un petit texte à vous lire. Je sais pas si c'est le moment. Allez, Vas-y. En fait, je suis en train de travailler moi-même sur ma culpabilité, mais pas forcément sur l'aspect parental, mais sur tout le reste de ma vie, parce que j'en ai plein. Et j'ai une amie qui m'a envoyé ça hier, et je crois que c'est tiré des blessures de l'âme, mais je suis pas sûr. Ok. Et ça parle de culpabilité, donc ça m'a fait marrer, j'ai pensé à vous. Aussitôt que la culpabilité se manifeste dans votre vie, vous pouvez devenir conscient que ce n'est plus vous qui dirigez votre vie, mais votre ego à qui vous donnez trop de pouvoir. Seul l'ego croit au bien et au mal. Quand nous sommes dans notre cœur, au lieu de nous juger, nous nous observons et nous avons de la compassion pour les limites humaines que nous avons tous. Selon votre ego, si vous vous accusez beaucoup, il y a plus de chances que vous vous amélioriez, alors qu'en réalité, c'est l'opposé. Par exemple, si vous êtes une personne colérique, avez-vous remarqué que plus vous vous accusez et vous vous promettez d'arrêter de l'être, plus vous recommencez? C'est la même chose quand on culpabilise l'autre. Notre ego croit que cela l'aidera à ne plus recommencer, alors que nous savons tous que cela est faux. L'antidote à la culpabilité, mettre en application la loi de la responsabilité. En acceptant d'assumer les conséquences de vos actions, vous apprenez ainsi ce qui est intelligent pour vous ou non. Donc, au lieu de considérer une action comme mauvaise ou comme une erreur, vous devenez reconnaissant de pouvoir l'utiliser pour vous aider à vous diriger davantage vers une attitude intelligente. Prenons l'exemple d'être colérique. Être responsable et vous aimer, ce serait de vous demander quelles sont les conséquences nuisibles pour vous d'être colérique. Prenez le temps d'en prendre conscience. Ensuite, décidez de ce que vous voulez vraiment dans cette situation. Cela correspond à votre besoin. Il se peut que ce soit de parler calmement. Ça marche bien, notamment pour tout ce qui est parentalité. Quelle que soit votre réponse, dites merci à cette partie de vous avoir aidé à découvrir un besoin. Le plus important est de prendre conscience si les décisions sont intelligentes et bénéfiques pour vous ou pas. En gardant bien en tête ce que vous voulez, vous pouvez tout doucement commencer à faire des actions différentes, tout en vous donnant le droit de prendre le temps que cela prendra pour combler votre besoin.
Eh ben, c'est très complet. Voilà. Merci. Merci. J'ai trouvé que Voilà, c'était super beau complètement dingue. J'ai lu ça, j'ai fait Ouais. waouh. Ok. J'avais une... Je sais pas si on peut parler de dernière question avant de parler de lâcher prise, peut-être qu'il y en aura d'autres choses à aborder après ça, mais on a tous 2 enfants. Et je sais pas comment vous avez vécu l'arrivée du deuxième, mais moi, j'ai beaucoup eu de mal au début, même pendant la grossesse, en me disant mais comment je vais faire pour être aussi présente que pour mon premier et faire aussi bien entre guillemets les choses, parce que de fait j'ai pas pris de congé parental pour ma deuxième, donc j'ai pas pu du tout faire autant de trucs que j'ai fait avec mon premier, et ça a été source de vachement de culpabilité pour moi, ça par exemple, de pas avoir la sensation de pouvoir donner la même chose aux deux. Alors pour moi, pour la deuxième, j'ai eu un événement qui est arrivé, qui est le confinement, et donc du coup, qui m'a permis de prendre tellement plus de temps, du coup avec ma seconde fille, qui m'a permis de réorganiser mon temps de travail, donc être beaucoup plus présent avec elle. Dans ces premiers mois que j'avais pu l'être avec ma première, parce que voilà, j'avais pris les congés légaux entre guillemets qui étaient proposés, mais pas plus. Et c'est vrai que moi j'ai pas ressenti du coup une culpabilité, mais j'avais conscience d'offrir des temps aussi seul avec cet enfant. Donc en mettant aussi des fois la plus grande chez papy et mamie pour pouvoir passer aussi du temps d'exploration avec 2 adultes et un enfant, comme on avait fait pour le premier. Mais forcément, il y a quand même moins de temps associé à cet enfant-là de manière unique, quoi. Ouais, moi j'ai un peu la même idée en fait. Ma deuxième fille est née quand l'aînée avait 2 ans, et elle avait un peu ce truc de comment dire? Elle avait un peu ce truc de: «Mais en fait, je comprends pas pourquoi tu t'intéresses à un bébé alors que moi, regarde, je marche et je parle, quoi», tu vois? Et alors elle le présentait pas comme ça, mais elle avait tout le temps en permanence ce truc de venir m'interrompre quand j'étais avec sa sœur pour me dire, «Eh oh, c'est moi», quoi. Et ça a été, très, très compliqué de gérer ça, en tout cas dans les premiers mois, parce que moi j'étais très content de retrouver, un bébé, si tu veux, et d'un autre côté, je crois que ça m'a aussi empêché de connecter vraiment avec ma deuxième, en tout cas quand elle était plus petite, parce que la 1re était en mode, je vais te sursolliciter, quoi. Et je sais pertinemment que, on n'a pas eu, en tout cas sur les premières années, tu vois, la même connexion, même si on a passé beaucoup de temps ensemble et tout. J'avais toujours ce truc où, bah, forcément, la à peu près, enfin, très souvent, en fait, quand la deuxième était là, la première aussi, et et heu et ouais, c'était pas forcément très, très évident à gérer avec le recul. Et je crois que c'est un vraie prise de tête pour les parents, hein, d'ailleurs. Mm. Comment tu fais pour Oui, moi, je me équilibrer, hein? souviens, mon premier... Ouais, c'est ça, mon premier, il venait me taper pendant que je donnais le sein à ma deuxième au tout début des premières semaines. Encore, Parce que du coup, il la tapait pas elle. non, on faisait attention. Bah, moi, ma première, elle vraiment, elle lui filait des tartes, quoi, tu vois? Et tu sentais que c'était pour jouer, Ouais. elle était là: «Ah ah ah!» Et d'un autre côté, c'était un peu, c'était bizarre la façon dont elle jouait avec. «Regarde comment je l'étrangle bien, ma petite sœur!» C'est alors non, ça c'est pas Ça ne possible. marche pas comme ça. Moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand ma première est arrivée dans la chambre à la maternité, du coup, ma conjointe était sur le lit avec la seconde dans les bras, et puis elle arrive, elle dit: «Mais il y a plus de place là, il y a plus de place dans le lit». Et donc même si ma conjointe lui avait fait voilà de la place dans le lit pour qu'elle puisse voilà s'asseoir et puis profiter aussi, elle voilà direct elle avait identifié le côté et les bras de ma mère ils sont où là, faut les partager, malgré
le fait on avait discuté, tout ça. Et c'est vrai que c'est le petit pincement au cœur, hein. Tu te dis, oui, oui, tu déséquilibres du coup son monde à elle, dans lequel elle a vécu pendant 2 ans aussi, parce que ma première a 2 ans de décalage avec la seconde, quoi. Et c'est un petit choc. Et là, oui, en tant que parent, tu peux te dire, est-ce qu'on a bien fait au final? Nous, notre fille aînée, elle était recouverte d'eczéma des pieds à la tête pour la naissance de sa sœur. Vraiment, mais c'est venu, c'est-à-dire que quand on est parti à la maternité, elle avait rien, hein. Et quand on est revenu la chercher pour aller lui présenter sa sœur, elle était couverte des pieds à la tête d'eczéma. Tu te dis, bon, le C'est corps ouf. parle. Grave. Et du coup, est-ce qu'on basculerait pas sur le lâcher prise Si, c'est ce que j'étais en train de me dire. Parce que c'est bien aussi de pouvoir lâcher prise. de lâcher prise par... Ouais. Vas-y, Marie. Je sais pas, j'avais pris quelques notes sur le lâcher prise. Je sais pas si vous avez envie que je vous en parle ou si on discute d'abord. Lance-toi, vas-y. C'est pareil, tiré du même article que celui que j'ai utilisé pour la culpabilité. Il disait que le remords permet de se centrer sur autrui, donc nos enfants, et peut entraîner des excuses et réparations, contrairement à l'autoflagellation entraînée par la culpabilité. C'est plus constructif, donc ressentir du remords, c'est mieux, entre guillemets, que de la culpabilité. Être bienveillant avec soi-même lorsqu'on fait des erreurs parce qu'on apprend. Jeter un regard sur le passé et réaliser qu'en fait la parentalité ne fait qu'évoluer depuis des siècles et qu'humblement on participe à cette évolution. Que c'est ok parfois de manquer d'empathie, de ne pas pouvoir être dans l'écoute du besoin de l'enfant. On peut le verbaliser et exprimer le fait que pour le moment, bah non, on n'est pas disponible. On est des milliards de parents, on n'est pas obligé de gérer la parentalité seul. Partager cet apprentissage avec un groupe de pairs coopératifs, ça va être constructif et valorisant. Et chercher, si c'est possible aussi, le soutien de ses proches et de son entourage. Et enfin, remplacer la culpabilité par la compassion envers soi, un acte envers l'enfant où on l'a blessé, pas physiquement, mais un manque de patience, un cri, un agacement, répond souvent à une blessure du nous enfant qui a besoin d'être guéri, ce que je pense que tu disais avec ton idée de faille tout à l'heure, Fab. Donc la compassion pour l'enfant blessé qu'on a été pour pas se juger trop sévèrement encore une fois quand on est en passe de ressentir de la culpabilité. Voilà, c'était mes petites réflexions sur le sujet du lâcher-prise. Toi, Fab, est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu as dû travailler pour lâcher prise ou des choses auxquelles tu as été confronté Bah là, très récemment, hein. Ma deuxième fille m'a envoyé un message pour me dire qu'elle voulait plus venir à Paris. Alors ça voulait pas dire elle voulait plus me voir, ça voulait juste dire qu'elle voulait rester chez elle à Lille, dans sa tanière, que ça la saoulait de venir à Paris, de prendre le train et tout, et qu'elle se sentait pas chez elle, chez moi, quoi, tu vois. Et bah ça a picoté la gueule, hein. Tu m'étonnes. Et en fait, ça a été un peu compliqué entre nous suite à ça parce que moi j'essayais de comprendre. Comment dire? Moi, je lui ai expliqué que ça m'avait rendu triste. Je lui ai dit: «C'est pas pour te faire culpabiliser, hein, c'est juste parce qu'en fait, je veux pas que tu partes du principe que quand tu me dis ça, moi je ressens rien, quoi», tu vois? Donc s'il te plaît, culpabilise pas, mais juste sache-le, en fait, voilà, ça me rend triste. Et en fait, je lui avais proposé qu'on aille avec sa sœur, faire une thérapie à 3 en fait, parce que je lui ai dit: «Écoute, je crois qu'on a des choses à se dire suite à ça et j'aimerais bien que je te le dise pas dans un cadre, juste entre nous», tu vois? Mais qu'il puisse y avoir une tierce personne qui te dit: «Bah, là, en fait, le chauve là, vous êtes en train de dire des conneries» ou alors, «Bah, voilà comment on pourrait faire comment vous pourriez faire pour mieux vous entendre» et cetera. Et en fait, elle veut pas, elle a refusé et moi, j'ai tenté d'y aller en force, en fait, en lui disant: «Bah, en fait, c'est comme ça, c'est pas autrement, je suis ton père et à un moment donné où tu voilà comment ça va se passer, quoi, tu vois? Si demain tu as une rage de dents, en fait, et que tu veux pas aller chez le dentiste, bah, il y a un moment donné, je vais te prendre et je vais aller te poser le cul chez le dentiste pour qu'il te soigne ta dent, quoi». Donc là, c'est un peu pareil, j'ai pas envie que ça se transforme en rage de dents notre relation et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé parce qu'elle a refusé tout en bloc et elle m'a pas,
répondu à mes messages, elle m'a pas parlé pendant un mois. Un mois, oh la vache. Voilà. Et moi, je lui envoyais des Dur. messages, pas tous les jours, mais presque. Dès que je sais pas, dès que je pensais à elle, dès que je voyais un truc dans la rue qui me faisait penser à elle, je lui envoyais une petite photo. Avant ça, je lui avais d'abord envoyé un message pour lui dire, écoute, si tu veux pas aller en thérapie, je comprends. Euh, moi, je suis prêt à en discuter avec toi et tout, mais en fait, elle voulait pas parler. Donc, elle m'a ghosté pendant un mois. Ce qui m'a rendu, moi, en plus, s'appuyer sur mes boutons perso, de rejet, de tout ce que tu veux, tu vois. Et en fait, j'ai trouvé un autre truc, tu vois, de revenir un peu dans le quotidien. Mais avant ça, je me suis dit, ok, bah, juste, il faut que tu lâches prise parce que l'air de rien, rends-toi compte aussi que c'est cool qu'elle s'affirme comme ça, qu'elle affirme ses besoins, même si elle le fait pas de la bonne façon pour l'instant. C'est plutôt très bien qu'elle te dise, bah, en fait, moi, j'ai pas envie, et qu'elle trouve l'espace, même si c'est compliqué, ça a été compliqué pour elle de le dire. Et que quand elle te dit, bah non, moi je veux pas aller en thérapie, elle te le claque dans le beignet aussi. Et puis après, elle te boude pendant un mois. Il y a sans doute plein de choses à améliorer en termes de rapport à l'autre, hein, par rapport à ça, mais en même temps, bon, bah, c'est une ado, elle est en construction, qui cool, quoi, tu vois. Donc ouais, ça a été un gros travail pour moi de lâcher prise et de me dire, ok, il y a ce problème-là, là, qui est là. Et moi, j'ai plutôt tendance à, quand il y a un gros problème, tu vois, à aller fouiller dedans et à aller faire en sorte de le réparer, quoi, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, on va distiller petit à petit des graines pour faire en sorte d'amener des solutions et d'arriver à une situation qui nous convienne tous les deux. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. Et là, on est en train de retrouver vraiment une relation cool, quoi. Tu vois, on est capable de se parler, on est capable de se dire les trucs. Bref, c'est plutôt chouette, quoi. Ceci dit, je trouve que, hein, tu vois, ça veut dire qu'elle a quand même un espace suffisamment sécurisé pour se permettre, entre guillemets, tu vois, émotionnellement, de se dire là, non, je peux pas lui parler pendant un mois, et de se dire que dans un mois, quand elle sera, enfin, à partir du moment où elle sera nouveau prête, elle sait que tu seras là, en fait. Moi, je lui avais dit, hein. Tu vois, ça veut dire que tu lui offres un cadre en tant que parent suffisamment sécurisant pour ça. Je lui avais dit, tu reviendras quand tu veux. Et en fait, d'un autre côté, je lui avais aussi dit, ça je crois que c'est important de le souligner, c'est que je lui avais dit, bah écoute, moi j'ai organisé ma vie pour que vous veniez une fois tous les 15 jours. Si une fois tu veux venir entre ces 15 jours-là, bah peut-être que je serai pas là en fait, parce que bah, je suis pas à ta dispo non plus, quoi. Tu vois, il y a un moment donné où je suis présent pour toi, mais moi en tant que père et en tant que parent, j'ai aussi des besoins. Donc peut-être que tu vas te retrouver à un moment donné où tu vas avoir envie de venir et je serai pas là. Et en fait, il faudra que tu fasses avec parce que bah c'est pas, je suis pas à ta dispo, quoi, clairement. Donc fais avec ça, gère, et puis voilà. Mais en revanche, c'est open bar quand tu veux pour m'appeler, pour venir m'engueuler, pour venir discuter quand tu veux, quoi. Voilà. C'est chouette. Ok. Je sais pas si c'est chouette, mais bon. Bah, je sais pas, je trouve que. Écoute, je crois que c'est cool, mais d'un autre côté, je me dis putain, c'est quand même émotionnellement à vivre. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est quand même de la belle merde en boîte, hein, tu vois. C'est quand même violent. Ouais. Et vraiment, je me suis aussi dit, mais je crois que je me laisserai chier dans les bottes comme ça par personne d'autre dans ma vie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça partirait en 3 coups de pied au cul et ça dégage, quoi, tu vois. Tu restes pas dans ma vie en me traitant comme ça. Et bien sûr, la chair de ma chair, le sang de mon sang. Voilà. L'amour inconditionnel pour nos enfants. Ça. Ouais, l'esclavagisme qui va avec. Mais qui nous fait nous questionner aussi sur nos pratiques. Et sur des... Moi, je vois là où j'ai le plus de lâcher prise, c'est à me re-questionner sur mes pratiques parentales, entre guillemets, sur des choses où... en fait, t'as vécu ça toute ton enfance, qu'il fallait manger et rester à table pendant tout le repas. Mais du coup, pourquoi tu le fais et prendre ce temps de se questionner sur ces pratiques-là, c'est ce qui permet aussi de lâcher prise derrière, dire bah oui, l'enjeu qui est derrière, il est pas intéressant, ou en tout cas l'état dans lequel ça peut mettre mes enfants, il n'a pas
l'enjeu est pas intéressant au vu de l'état dans lequel ça peut faire basculer mes enfants, quoi. Et je sais que c'est pas mal de choses où je me suis questionné, et ça prend du temps, et Marie, quand on discute beaucoup aussi sur ce genre de choses, et des fois on se dit, ah ouais, on demande ça, et en fait, ça sert à quoi? Bah, je sais pas. Tellement. On se traîne quand même un bon sac à dos de notre éducation, hein, et faut pas dire que tout est acheté dans ce qu'on a vécu en tant qu'enfant, mais se questionner sur nos pratiques, c'est quand même essentiel, autant dans la parentalité que dans sa vie pro ou perso, de comprendre les pratiques et pourquoi on les fait. Ça reste, pour moi en tout cas, ça reste essentiel pour bien vivre les choses et pas les faire par automatisme, quoi. Ouais. Ouais, tu vois, là, en ce moment, il y a un truc qui me questionne pas mal. Ma fille de 2 ans me tape quand elle est pas contente. Bon, elle me tape de la manière d'une petite fille de 2 ans, mais le geste, j'accepte pas. Du coup, j'ai commencé à la punir dans sa chambre, c'est-à-dire que je la monte dans sa chambre, je lui dis quand tu es prête à dire pardon à maman, tu le dis et puis je viens te voir. Et généralement, au début, elle dit qu'elle est prête tout de suite, je lui dis bah tu dis pardon à maman, elle fait non. Et puis du coup, je dis bah ok, je descends et je remonte dans un petit moment. Et quand je remonte, généralement, elle est ok et du coup, on se fait un câlin, je lui explique et puis on descend. Sauf que ça fait quelques fois qu'elle se lève de la sieste en pleurant, en disant à dire pardon maman. Mais t'étais pas punie, t'étais juste à la sieste, ma fille. Du coup, je me dis que cette manière de l'isoler dans sa chambre pour lui la faire redescendre, c'est peut-être pas le bon moyen et que je suis en train de créer des traumas. Et du coup, là, ce soir, j'ai essayé une fois ou deux de juste l'ignorer quand elle fait ça, et ça a l'air de pas trop mal marcher. Alors que mon premier réflexe en tant que parent, quand on me tape, c'est de dire bah non, faut pas faire ça, et du coup de me fâcher très fort. Et alors que là, je pense qu'elle sert juste attention, et voilà. Mais du coup, je me dis, je lâche prise sur ce que je donne comme sens au geste de taper, parce que elle tape pas pour faire mal, elle tape parce qu'elle est vexée. Et puis elle cherche vraiment à ce que je la punisse, en fait. Enfin, à ce que je la monte, et je vois bien. Elle cherche vraiment à ce que tu la punisses, tu penses? Ben, je sais pas, mais en tout cas, elle me regarde et elle sait très bien ce qui va arriver si elle continue, en fait. Parce qu'après, elle dit « Ah, monte chambre !» Je dis « Bah oui, tu montes dans ta chambre, oui. » Ok. C'est très loin de moi, très loin de moi tout ça, tu vois. Vraiment. Ouais. Et c'est pas facile de décrypter des fois. Après, il y a des choses vraiment intéressantes là avec les neurosciences là qui sont en train d'arriver et qui nous donnent pas mal de clés. Alors, pas sur toutes les situations, mais en tout cas sur les capacités de l'enfant en fonction de son âge, sur ce qu'il est en capacité de faire et de ne pas faire. Ce qu'on entendait à l'époque de nos parents, où un enfant fait une crise, il a moins de 2 ans, et en fait, non, en fait, c'est pas une crise, c'est un débordement émotionnel, et le fait d'avoir ces clés-là, je sais pas si ça fait de nous des meilleurs parents, mais en tout cas, ça permet Mieux comprendre. de comprendre les comportements de l'enfant, en tout cas. Oui. Peut-être d'être plus dans l'empathie avec eux, du coup. Avec eux, puis avec les autres parents, des fois, oui, quand tu aussi. croises les autres parents dans la rue, dans le tram, tout ça, et... L'autre jour, au supermarché, il y avait une maman comme ça qui... son fils hurlait dans le magasin. Et du coup, elle continue à faire ses courses, tu vois. Puis à un moment donné, on passait, je pense, on était 2 mamans, on la regardait, elle fait « Ouais, une histoire de caddie qu'il a voulu, puis qu'il a pas voulu. » Puis du coup, on est entré, et du coup, ça lui va pas. Et du coup, on était là, on comprend tellement. De genre, total soutien. C'était trop... Et du coup, il y a moins de jugement finalement entre parents, peut-être dans nos générations, je trouve, sur ce regard sur ce genre de choses. Oui, moi j'ai plutôt tendance à la plaindre, quoi, tu vois. Dire ma pauvre. Tout ça pour. Pour un caddie. Ouais, c'est ça. Puis c'est pareil, tu vois, c'est le genre de truc que tu laisserais personne faire dans ta vie, quoi, tu vois, de laisser n'importe quel adulte venir te hurler à la gueule à côté de toi, tu vois, il y a un moment donné où tu te dirais, mais ça dégage, vraiment, barre-toi, je vais t'assommer, tout simplement. Là, tu peux pas faire ça avec ton enfant, tu vois. Un coup de paquet de céréales. On peut essayer, mais c'est pas terrible. Non, le pack d'eau, c'est mieux. Le pack d'eau. Pour assommer, franchement, un bon pack d'eau dans la gueule.
Et oui, vas-y, Vas-y, Mathieu. Marie. Vas-y. Moi, je disais un truc qui m'a vraiment aidé à lâcher prise, je crois, là, ces derniers mois, parce que ça fait 1 an que j'en prends plein la tronche, là, en termes de culpabilité. C'était de faire le deuil de la mère que j'avais idéalisé être. Ça a été vraiment un gros travail. Et parce que je me suis dit qu'un jour, à 15 ans, je savais que je serais maman un jour. Et du coup, forcément, j'ai projeté une image de mère super maman, quoi. Et puis dans la réalité, déjà la parentalité on n'est pas prêt, mais alors la parentalité solo, même si ça m'entend, on est encore moins prêt. Et du coup forcément on est obligé de se dire ah bah non, mais la mère que je suis, ça pourra jamais être la mère que j'avais fantasmé être. Et du coup le fait de dire bah c'est pas grave, c'est ok, ça fait pas de moi une moins bonne maman, ça fait juste de moi une maman différente, et ben ça aide beaucoup à lâcher prise sur des trucs qu'on s'était fixés et se dire bah j'ai pas besoin de ça pour qu'il soit heureux ou que moi je sois heureux, on peut faire autrement. Moi, j'ai doublé ce travail-là d'un travail sur... En fait, je serais jamais le mec parfait que je me disais que j'allais être, quoi, tu vois. Et parce que ça va avec, en fait, tu vois. Je crois que une fois que Oui. tu commences à creuser ce travail-là de je serai jamais la mère parfaite que j'avais en tête, après tu creuses le truc de ok, bah je peux aussi aller chercher du côté de juste mon entièreté, l'entièreté de ma personne, quoi. Et c'est mon psy qui m'avait dit non mais de toute façon vous pouvez pas être une mère parfaite, une amie parfaite, une copine parfaite, une femme parfaite, une prof parfaite, c'est pas possible, donc du coup faut arrêter de chercher la perfection partout. Du coup c'est ça, c'est totalement ça. Ok, et ça me fait penser à une reco du coup que je vous ai préparée. Alors je sais pas si on bascule sur les recos, Marie, ou si peut-être je suis en train de voir ouais, le timing là. code. Ouais. Du coup, un livre d'Isabelle Fielza, Il n'y a pas de parents parfaits, où justement à l'intérieur elle cherche du coup à pas l'objectif c'est pas de fustiger les mauvais parents, mais c'est de mieux comprendre ce qui empêche l'individu en tant que parent d'aller vers son souhait de parents entre guillemets parfaits, quoi. Qu'est-ce qui quels sont les freins ou quelles choses on avait imaginé qui sont inaccessibles en fait. Et c'est vraiment très très riche et c'est une lecture intéressante. Fab, toi, est-ce que t'as des petites recos à nous faire, je sais pas, sur des lectures ou sur des contes, des podcasts, des choses qui pourraient faire écho du coup à la thématique du soir? Bah, ça va pas être très ça va pas être très original, mais j'ai envie de vous ça va me faire complètement auto-promo, mais je m'en fous parce qu'en fait j'ai interviewé André Stern. Je sais pas si vous avez écouté cet épisode, parce que Oui, magique, ouais. justement je trouve qu'il parle pas mal de ça, tu vois, de l'image que tu te fais, de la façon dont tu veux aussi que ton enfant soit un enfant parfait, qui colle parfaitement à ce que tu veux, etc. Et en fait, enfin moi, il m'a sans doute mis l'une des plus grosses claques que j'ai prises en faisant Histoire de Daron, et pourtant j'en suis presque à 100 épisodes là maintenant. 100 épisodes. Et j'avais déjà eu une claque un peu identique avec Freddy qui n'avait pas scolarisé ses enfants, en fait, qui avait été le premier père non sco, on va dire. Et j'étais un peu rentré dans cette interview en me disant bon, ok, tu vas me raconter du bullshit par rapport à ta vie et en gros à ce que tu veux. Ça m'arrive jamais, hein, mais je sais pas pourquoi j'avais un a priori négatif par rapport à ça. Tu vas m'expliquer à quel point t'es un mec génial et tout, et que en gros tu t'en bats les couilles du système et que t'es hors système, machin. Alors, et tellement pas, le mec, tellement pas. Il m'avait tout simplement dit bon, en fait, moi, quand je suis devenu papa, il y a un électrochoc énorme qui s'est produit en moi, et je me suis dit, en fait, qui suis-je pour vouloir peser à quelque instant que ce soit sur la vie de cet autre être humain? Pourquoi je vais venir influer d'une manière ou d'une autre sur sa liberté? Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, globalement, en tant que parent, ce qu'on oublie parfois, c'est que, en fait, c'est des autres êtres humains, nos enfants, en fait, c'est des êtres humains à part entière. Et je crois que l'un des trucs qui est cool aussi,
qui va bien, moi, dans mon travail par rapport au lâcher-prise, par rapport à l'adolescence aussi, c'est que je me suis rendu compte que c'était une manière aussi de préparer le fait qu'elles sont en train de devenir adultes et que en fait, elles vont pas, si elles veulent m'envoyer bouler et si elles veulent pas m'écrire tous les jours ou tous les 3 jours comme je le fais aujourd'hui, moi j'appelle mes parents une fois de temps en temps et en fait je les aime beaucoup mes parents, mais juste je les gonfle pas avec ma vie, eux, et quand j'ai des trucs à leur raconter, je leur raconte, mais voilà, on n'est pas du tout, on est dans un rapport d'adulte à adulte aujourd'hui. Et je crois aussi que c'est une bonne façon, tu vois, d'apprendre à lâcher prise par rapport à son propre môme, quoi. De se dire, ok, c'est un être humain à part entière, en fait, frère. N'oublie pas, quoi. Complètement. Moi, en recommandation, j'ai aussi l'épisode 48 de Papa Triarcat. Cédric, là où il interviewe du coup Ophélie Bourgeois, quel compte Instagram garde tes conseils. Et là, ils explorent un peu plus le côté réseaux sociaux, mais c'est vraiment très riche. Alors, je vous invite à écouter cet épisode et puis à suivre ce podcast qui est quand même très riche. Et puis le compte Insta de Garde tes conseils aussi, qui est vraiment intéressant. On l'adore, Cédric. Il y a aussi un site Questions de parents, alors qui a été développé par le département de la Loire-Atlantique et de la CAF 44, où il y a plein d'articles sur la parentalité en fonction des tranches d'âge. Et il y a un article qu'on va vous mettre en recommandation en description, qui traite sur la charge mentale liée à la parentalité, avec plein de références et plein de choses à aller gratter derrière. Moi, c'est vraiment un site que je vous conseille, qui est vraiment très très bien fait. Et puis pour terminer, une petite lecture qui permet de faire le pas de côté, qui s'appelle « Et si on changeait d'angle » de Fanny Vella, qui traite de l'adultisme. Donc c'est comment on traite des enfants et qu'on ne traiterait pas des adultes de cette même façon. Et qui est vraiment intéressante pour se re-questionner sur ses pratiques et se dire oui, effectivement, pourquoi j'oblige mon enfant à finir son plat avant qu'il sorte de table, chose qu'on ne fait avec aucun de nos invités ou son conjoint à table. Et pourquoi on le fait avec ses enfants? Et tout ce recueil d'illustrations, c'est vraiment, ça traite que de ça, et je vous invite à aller le consulter, ou même à aller sur le compte Instagram, si vous voulez, de Fanny Vella, qui reprend quelques-unes de ces illustrations présentes dans ce recueil. Merci les gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Fab d'avoir accepté notre invitation à participer et pour la richesse de tous nos échanges. On se retrouve le mois prochain pour parler du contrat de couple, et encore avec une super invitée. Comme pour cet épisode, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages, vos expériences, questionnements sur la boîte privée Insta Le Temps d'une Liberté, Facebook ou par mail à letemps-d'une-liberté tout attaché @gmail.com. On sera très heureux de vous lire et de pouvoir partager ça lors du prochain épisode. Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, n'hésitez pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes aux lettres, par Pigeon Voyageur, à dos de cheval, à dos d'âne, ou en dromadaire, pourquoi pas.